Lundi 6 mai, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement était en nombre ce matin dans les Yvelines. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de l'Europe, se sont rendus dans le parc du château de Versailles. C'est là que seront organisées les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne des Jeux Olympiques et Paralympiques. J-81 d'ailleurs avant Paris 2024 et l'engouement monte notamment dans les écoles. Pendant 2 jours, le collège Guillaume Apollinaire de Plaisir organise ses Jeux apolympiques, des défis autour des matières scolaires qui rassemblent plus de 700 élèves répartis dans 50 équipes. La cérémonie d'ouverture se tenait ce matin. Un match pas comme les autres hier à Poissy, il opposait le Variété Club de France à la sélection nationale des prêtres sur la pelouse du stade Léo Lagrange, d'anciennes stars du football, mais aussi des représentants de plusieurs cultes religieux. Et puis les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission, on y parle d'une série pour le moins originale, les œufs olympiques, et c'est un documentaire participatif. Il a rassemblé des habitants des 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines sur la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Leurs témoignages sont restitués en animation stop motion par des fruits et des légumes. L'artiste Clara Baume et la réalisatrice Juliette Marchand, qui sont d'ailleurs à l'origine du projet, seront donc nos invités tout à l'heure. Ce sera en deuxième partie d'émission. Lui est avec moi d'ores et déjà en plateau, c'est Michael Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous à suivre donc les actualités du jour et aussi les actualités sportives. On va parler de quel sport ce soir ? On va notamment parler football et de la brillante victoire de Versailles face aux Red Stars. C'était dans le championnat de national de football. On parlera également de la première division de district et également de la défaite de Poissy. C'est en basket. Voici le menu du jour dans le 7-8. Le site olympique de Versailles se dévoile petit à petit. Ce matin, la ministre des Sports et le ministre délégué en charge de l'Europe se sont rendus sur place. Ils étaient accompagnés par le président du Sénat, Gérard Larcher, mais aussi de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et les précisions dans ce sujet de Mathilde Franco et de Patrick Jacques de Dixmude. Une vue unique et royale pour les Jeux équestres de Paris 2024. Ce lundi 6 mai, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et le ministre délégué chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, étaient en déplacement sur les installations olympiques dans le parc du château de Versailles. On a vu beaucoup de fonctionnalités dans les aménagements réalisés et au global, vraiment, c'est extraordinairement prometteur. Je crois qu'on a sur ces tribunes là, qui vont accueillir plus de 20 000 personnes, 40 000 personnes le jour du cross, une perspective sur le canal, le château qui est absolument unique au monde. On a la démonstration éclatante ce matin que c'est bien une nouvelle perspective que nous donnent ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le patrimoine naturel et culturel des Yvelines. C'était également l'occasion pour la ministre des Sports et le président de Paris 2024 de revenir sur les dernières polémiques qui ont secoué le site olympique. Début mars, l'inspection du travail avait interrompu le chantier car les conditions de sécurité pour les ouvriers n'étaient pas garanties. Vous savez qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'expertise derrière le montage de toutes ces tribunes, un contrôle aussi vigilant de l'inspection du travail, un contrôle qui a été très poussé dans les derniers temps, donc au contraire, beaucoup de rassurance sur la qualité de ce chantier et la sécurité pour les spectateurs. Je voudrais vraiment saluer l'expertise française en matière d'organisation. On a des gens dans ce pays qui sont capables de faire des choses exceptionnelles. Je suis convaincu que ces compétitions d'équitation de pentathlon moderne ici sur le site de Versailles, elles vont être magnifiques. Ces tribunes en forme de U vont accueillir plus de 16 000 personnes. Top départ le 27 juillet, ce sont plus de 250 chevaux qui fouleront cette carrière olympique. Le point à présent sur le reste des actualités du jour. Et c'est avec vous, Mickaël, on en parlait il y a un instant. 2 ministres qui étaient réunis ce matin à Versailles. La visite s'est d'ailleurs poursuivie par une inauguration. Oui, après cette visite, les 2 ministres en ont profité pour se rendre à l'inauguration du nouvel office du tourisme de Versailles Grand Parc. Une inauguration en présence de Gérard Larcher, Valérie Pécresse ou encore Yaël Braun-Pivet. Avec près d'1,3 million de touristes qui arrivent chaque année à la gare de Versailles-Château Rive-Gauche, le nouvel office de tourisme de Versailles deviendra un point central d'information et de repère pour les touristes dès leur arrivée dans la cité royale. C'est un projet qui est né dans le cœur et dans les yeux du maire, qui avait très envie qu'en sortie de gare, là où en fait tous les touristes arrivent, on soit très visible et que la première vitrine de Versailles ce soit un office moderne.
Coût du projet 5 millions d'euros, financé notamment par la région Île-de-France, Versailles Grand Parc, mais aussi la ville de Versailles. Un sujet sur cette inauguration sera à découvrir la semaine prochaine sur TV78. On reste à Versailles où ce week-end le château a été la cible d'une attaque menée par des activistes. 2 activistes du collectif Riposte Alimentaire s'en sont pris à la Galerie des Glaces ce samedi. Sur les vidéos diffusées par le collectif, on y voit 2 personnes jeter de la poudre orange dans la galerie au milieu des visiteurs. Au travers de cette action, le groupe Riposte Alimentaire souhaite alerter sur l'accroissement des inégalités. Il demande notamment la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation et dénonce la loi d'orientation agricole qui sera débattue à l'Assemblée nationale le 14 mai prochain. Rapidement interpellés et placés en garde à vue, les activistes ont été libérés dimanche selon nos confrères du 7-8 Actu. Information transport qui concerne les Yvelines, qui en tout cas vont concerner très prochainement les Yvelines, c'est le prolongement du RER-E. Vendredi dernier marquait une grande avancée pour le prolongement de la ligne, puisque les 2 nouvelles gares de Porte-Maillot et La Défense ainsi que la portion du prolongement du RER ont été inaugurées par le Premier ministre Gabriel Attal. Ce lundi, les tout premiers voyageurs ont pu embarquer à bord du train jusqu'à Nanterre. Une première étape jusqu'à terme, le prolongement ouest du RER-E va s'étendre dans les Yvelines jusqu'à Mantes-la-Jolie, traversant notamment Épône, les Mureaux ou encore Poissy. La ligne devrait être opérationnelle dans le département à l'horizon 2026. Le RER reliera ainsi plus facilement les Yvelines à la gare Saint-Lazare. Direction les Clés-sous-Bois et le centre commercial One Nation Paris où la chanteuse Eva était en dédicace ce week-end. Oui, l'artiste aux 1,8 million d'abonnés sur Instagram est venue à la rencontre de son public aux Clés-sous-Bois ce week-end. Elle en a profité pour dédicacer son nouvel album Page Blanche. L'événement organisé par One Nation et Cultura a rassemblé près de 2500 personnes. Depuis le lancement de sa carrière en 2018, la chanteuse a déjà reçu plusieurs disques d'or et singles de platine. En 2021, elle a été sacrée artiste francophone de l'année au Energy Music Awards. Et puis retour sur un événement, dimanche à Saint-Quentin en Yvelines avait lieu la première édition du Vélo Tour. Le principe de cet événement, une balade à vélo insolite. Depuis 17 ans, le Vélo Tour sillonne chaque année une dizaine de villes françaises en traversant notamment ces lieux culturels emblématiques. Cette année, à Saint-Quentin-en-Yvelines faisait partie des villes-étapes. Parmi les nombreux lieux traversés par les cyclistes, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'hôtel d'agglomération, encore le centre aqualudique de Montigny-le-Bretonneux. Plus de 2500 personnes ont pris part à cette première édition saint-quentinoise. Première édition saint-quentinoise, pas première édition dans l'absolu, mais c'est effectivement la première fois que l'agglomération recevait l'événement. Et ils sont passés aussi juste devant nos studios. Juste devant nos studios, voilà, donc par plein d'endroits. Merci en tout cas, Mickaël. On vous retrouve dans un instant pour les informations sportives. Dans 81 jours, justement, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 débuteront. Le collège Guillaume Apollinaire à Plaisir n'a pas attendu cette date, cette échéance pour lancer sa propre compétition. 50 équipes représentant 6 nations s'affrontent autour de disciplines scolaires dans les Jeux Olympiques aujourd'hui et demain. Le reportage de Julien Leroy. On prend son t-shirt, là vous avez les XS, là vous avez S. Transmettre les valeurs de l'olympisme aux jeunes, dans le collège Guillaume Apollinaire à Plaisir, plus de 700 élèves participent aux Jeux Olympiques. 6 nations représentées par 25 classes se défient durant 2 jours autour de matières scolaires. Quiz de culture générale, énigmes mathématiques ou épreuves sportives. Ce lundi, l'arrivée de la flamme et l'hymne de l'établissement ont marqué le début des festivités. On ne fait pas ça tous les ans, on fait ça cette année pour vraiment mettre les élèves dans le cadre des Jeux Olympiques. Je pense qu'ils ont bien compris qu'on voulait de l'entraide, on voulait du respect entre les équipes, que c'était vraiment un moment de partage. Ici, pas de pression, les notes obtenues ne comptent pas dans la moyenne des élèves. Chacune des 50 équipes peut gagner jusqu'à 25 points par épreuve avec des bonus pour la discipline. Un classement général distingue les meilleures nations. Dans cette épreuve d'art plastique, les collégiens doivent dessiner les drapeaux de pays fictifs. Ce jour-là, ils ont représenté le Triangola, le Losango ou le Sri Lanka, une évaluation laissant libre cours à l'imagination. C'est amusant, ça peut nous détendre, oui c'est rigolo, je trouve ça, j'aime bien. C'est mieux parce qu'on travaille mais en s'amusant, donc ça travaille la solidarité d'équipe, ça permet que tous les élèves du collège se réunissent entre eux. 2 journées préparées par les enseignants depuis le début de l'année scolaire. Ce mardi, une cérémonie de clôture récompensera les meilleures nations. Les collégiens pourront gagner des boîtes de chocolat ou des chèques cadeaux dans de grandes enseignes. On ouvre la page des actualités sportives dans le 7-8.
On débute, Mickaël, avec du football et un match insolite. Oui, Grégory, un match de football un peu particulier s'est tenu ce dimanche 5 mai à Poissy. La ville a accueilli une rencontre entre une sélection de prêtres et le Variété Club de France. Une partie qui s'est déroulée aussi en présence d'un pasteur, d'un rabbin et d'un imam pour envoyer des messages de fraternité. Des images de Mathilde Franco. Match insolite ce dimanche 5 mai à Poissy, la sélection nationale des prêtres a affronté sur un terrain de football le Variété Club de France composé de personnalités du monde du sport. Au total, une vingtaine d'hommes d'église étaient présentes sur la pelouse pissiacaise pour cette rencontre. Le fait de se retrouver autour du foot, qui reste d'abord une valeur universelle, toutes les valeurs qui sont transmises à travers le sport, et le sport particulièrement le foot, qui est encore une fois connu dans le monde entier, permet de se retrouver, quelles que soient à la fois les cultures, à la fois les religions, et voilà. Donc se retrouver autour d'un idéal qui est celui du sport. Sachant que pour eux c'est quand même un peu une dimension unique, tant pour le côté des prêtres, parce que voilà, c'est pas forcément dans l'exercice de leur fonction, mais aussi pour les joueurs du Variété Club, parce que c'est un match un peu avec une connotation atypique, c'est pas tous les jours qu'on affronte des personnes religieuses. La rencontre a même été interreligieuse puisque les représentants des 4 grands cultes étaient présents sur la pelouse. L'évêque de Digne, le grand rabbin de France, un des 2 imams de la mosquée d'Ivry et le pasteur de l'église protestante de Clamart ont participé à la partie. C'est un match unique au monde parce que c'est la première fois que dans une même équipe, on va retrouver un évêque, un grand rabbin, un pasteur, ainsi qu'un imam. Sachant qu'on connaît aussi le contexte actuel international et qu'on se dit que quoi de mieux que de véhiculer un message de paix. Le sport nous permet de vivre un temps où on est ensemble et on construit quelque chose ensemble. Et il y a écrit liberté, égalité, fraternité sur nos mairies. Voilà, comment est-ce qu'on exerce, comment est-ce qu'elle se vit, cette fraternité. Et donc là, la vivre avec des frères d'autres religions, c'est une vraie chance. Après 90 minutes de match au stade Léo-Lagrange, la rencontre s'est finalement conclue sur un score de 4-1 en faveur du Variété Club de France, qui a dû s'employer pour remporter la victoire. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal, ils nous ont fait baver, hein. C'est pour ça qu'ils m'ont fait rentrer. Une nouvelle rencontre entre la sélection nationale des prêtres et le Variété Club de France pourrait être organisée dans le futur, vu l'engouement de cette première édition à Poissy. Oui, Mickaël, 2 rencontres en l'espace de quelques jours pour le Variété Club de France. Il y avait Emmanuel Macron la dernière fois. Il y a un peu plus de rythme, j'ai l'impression, que le match. Un peu plus de rythme, j'ai l'impression, sur le terrain, effectivement. Oui, ça jouait un peu plus fluide. J'ai l'impression sur le terrain, les transmissions étaient beaucoup plus portées vers l'avant. Et le match avec le président, c'était bien sûr à plaisir. On continue de parler football et le championnat national. 5 matchs sans défaite pour le FC Versailles et une nouvelle victoire de panache. Les hommes de Jean-Luc Vasseur ont fait tomber le leader, le Red Star, ce week-end sur son terrain. Le score 2-1 avec des buts signés Mondi Prunier et Chris-Kevin Nadjé. Au classement, Versailles, qui remporte le derby francilien, valide son maintien en national. Le club est actuellement à la 9e place. Il reste 2 journées avant la fin du championnat pour pouvoir terminer dans le top 5. Bravo Versailles pour ce maintien validé. Le championnat de première division district. On approche de la fin de saison. Ce dimanche, Marly-le-Roi s'est imposé 4-1 contre le Chesnay. Bailly-Noisy s'est imposé 3-1 face à Ardrécourt. Le FC Mantois s'est imposé 3-2 face au Mureau. Voisin bretonneux s'est imposé 3-0 face à Poissy. 3-1 pour Chatou face à Houille. Et enfin, Conflans s'est imposé 4-0 sur la pelouse de Rambouillet. Au classement, Conflans est toujours premier devant Poissy et Bailly-Noisy. Morpa qui n'a pas joué, toujours bon dernier. Il y avait également du basket ce week-end. Malheureusement, une grosse déception à Poissy dans le championnat de National 1. Ils ont tout donné, mais cela n'a pas suffi au complexe Marcel Cerdan de Poissy. Poissy Basket s'incline 59-58 face à Feur à la dernière minute. Ils sont donc relégués sur leur parquet. Ils passeront par la case DNCG avant la fin du mois pour savoir si oui ou non ils pourront rester dans le championnat de National 1. De la course à pied également au menu du week-end, une 2e édition de l'Écroix Frileuse. C'est ça, l'Écroix Frileuse. Exactement, plusieurs centaines de personnes ont participé ce dimanche 5 mai à la compétition sur le site de la Gendarmerie nationale de Benne. Au programme, un 10 km, un 5 km, une randonnée et des courses pour les enfants. Le rendez-vous a rassemblé la police, la gendarmerie et les pompiers sur cette journée. 2 joëlettes étaient également inscrites pour l'événement. En parallèle, des démonstrations étaient organisées pour faire découvrir les métiers de la police, des pompiers et de la gendarmerie, comme on peut le voir sur ces images. On termine avec de la voile, Mickaël, la mythique Transat anglaise. C'est une course qui est née et qui a été créée en 1960, qui relie Lorient à New York. Alors quel lien avec les Yvelines ? Eh bien tout simplement, 2 Yvelinois sont en course pour
terminer cette compétition. Oui, Grégory, le Versaillais Éric Bellion participe à la compétition sur son IMOCA Stan as One. Il est actuellement à la 20e place du classement. Louis Burton, originaire de la région de Rambouillet, participe aussi à la compétition sur son bureau Valais. Au dernier pointage, il est 8e. Les 2 Illinois devraient arriver dans moins de 2 jours à New York, la grosse pomme. On vous rappelle que cette compétition est un bon entraînement en vue du Vendée Globe en fin d'année. Merci Mickaël pour toutes ces informations sportives et d'ailleurs pour clôturer cette page sportive, un dernier reportage. Ce week-end, c'était les finales de la Saint-Gobain Football Cup 2024. Les écoles d'ingénieurs et de commerce se sont affrontées sur le site d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine, un événement qui mêlait sport et opportunités professionnelles. Aurélie Lafeuille et Mélanie Poquet. Le Temple des Bleus, un lieu emblématique où le football universitaire a aussi sa place. Le Centre national d'entraînement à Clairefontaine a accueilli des finalistes de la Saint-Gobain Football Cup 2024. Débutée en novembre, elle a réuni 2200 étudiants. Ce jour-là, 24 équipes dont HEC Paris, implantées à Juillan-Josas, s'affrontaient. Pour nous, c'est notre grosse compétition. Donc c'est la Coupe de France et c'est vraiment la compétition à laquelle on tient le plus. Là, on était championne il y a 2 ans. Perd en finale l'an dernier, donc là cette année on arrive ambitieuse et ouais voilà. Je pense que Clairefontaine ça représente quand même pas mal pour tout le monde du foot et donc pour nous c'est quand même assez une fierté de jouer à Clairefontaine. Ce week-end, ils étaient 400 à se départager la première place dans 4 catégories, les étudiants en école de commerce et ingénieurs chez les filles et chez les garçons. Le match ne se joue pas uniquement sur le gazon, des recruteurs et des collaborateurs de Saint-Gobain scrutent le terrain à la recherche de talents. On amène beaucoup de collaborateurs Saint-Gobain à Clairefontaine avec nous et du coup des recruteurs, même des personnes qui sont du métier tout simplement pour parler aussi de tout simplement ce qu'on peut proposer chez Saint-Gobain. HEC termine 2e de ce tournoi dans les catégories masculines et féminines. Rendez-vous l'année prochaine pour la 13e édition. Nos Yvelinois pourront retenter leur chance afin de remporter la coupe. Bientôt l'heure des invités du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain. Des conditions différentes selon l'endroit où vous habitez dans les Yvelines. Prévoyez des éclaircies dans le secteur de Mantes-la-Jolie et Versailles le matin, un ciel couvert à Rambouillet, voire même un peu de brume à Houdan. Il fera entre 12 et 13 degrés. Quelques gouttes de pluie pourraient tomber dans l'après-midi dans le nord et à l'est du département. Côté température, la minimale devrait être à 17 degrés et la maximale à 19 degrés. Demain, mardi 7 mai, nous fêterons les Giselles. Tout de suite, les invités du 7-8. Et on parle ce soir des Œufs Olympiques, une série documentaire participative sur la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les 2 personnes qui sont à l'origine de ce projet sont avec moi en plateau. Il y a Clara Baume, bonsoir. Vous êtes artiste, et la réalisatrice Juliette Marchand, bonsoir. Merci à vous d'être en plateau avec nous. Avant qu'on discute de ce projet, je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait du teaser. C'est un événement extraordinaire pour la ville de Paris. Ça va attirer beaucoup de monde. Je me souviens, j'ai passé tout l'été à les regarder. J'étais chez mes grands-parents en Normandie. Et toutes ces pistes de ski. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les Jeux paralympiques. Ça y est, la Fédé nous a offert la possibilité de voir toutes les compétitions. Il faut être bénévole, je veux bien, mais votre argent. Il s'agit donc d'une série documentaire participative qui a rassemblé des habitants des 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines et donc leur témoignage sur l'impact qu'auront les Jeux sur leur vie quotidienne et restitué sur de l'animation stop motion, c'est-à-dire de l'image par image et par des fruits et légumes. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi des fruits et légumes ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Juliette, Clara. Moi, je donne déjà les fruits et les légumes, ça permet de garder un anonymat sur les gens qu'on interviewait parce que les gens ne se livreraient pas de la même manière. Ils se confient plus facilement. Ils se confient plus facilement, donc on garde les voix et voilà, c'est comme une marionnette facile à fabriquer en fait. Donc on garde un anonymat et puis les fruits et légumes, ça se trouve partout. Ça permet d'identifier facilement aussi les personnages qu'on interviewe. Voilà, ouais, et puis je crois que c'est aussi très merveilleux de restituer ce qui fait aussi la magie de l'animation, c'est-à-dire d'animer des objets du quotidien, des choses très communes comme les légumes. Tout de suite, c'est totalement enchanteur.
Et nous, c'est ce qui nous plaît aussi dans l'animation, c'est ce côté. Et dans le profil d'ailleurs des personnes interrogées, on a des personnes de différents horizons sociaux. Là, le fait qu'il y ait des fruits et légumes, il n'y a pas de différenciation aussi finalement. C'est bien ça aussi. Ouais, c'était l'idée en fait. C'est que nous, c'était vraiment un impératif pour nous du projet, c'est-à-dire qu'on touche à la fois des gens issus de tous les milieux sociaux, mais aussi de toutes les générations. D'accord. Et donc les légumes, c'est parfait parce qu'il n'y a pas un légume qui vaut plus qu'un autre, ni un fruit qui vaut plus qu'un autre. Donc là, tout le monde est mis au même niveau et voilà, on a un principe de liberté de parole et d'égalité dans la parole qui est restituée. Et ça, c'était très important pour nous. Combien de 50 en tout ont participé au projet ? Alors une centaine, parce qu'on a eu des Saint-Quentinois qui ont participé au son, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé à l'image, mais on a leur voix. D'autres qui ont participé sur les tournages, donc on a beaucoup de participants, je dirais une centaine. Et vous disiez que c'est plus facile de se confier, on va dire, à un visage qui n'est pas découvert. Quelles sont les thématiques qu'ils ont pu aborder au cours de ces entretiens ? Il y a eu des interviews, après ils ont participé aussi à des ateliers, mais quelles sont les thématiques qu'ils ont pu aborder ? Alors c'est très varié. Ça dépend un peu je pense, des générations. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je crois qu'on a plus de souvenirs évidemment chez les anciens, des souvenirs assez émouvants d'ailleurs des Jeux Olympiques. Après, pour tout ce qui concerne l'actualité, c'est plus les jeunes qui sont concernés, notamment sur les questions de sécurité. Et tout ce qui concerne le sport, les valeurs du sport, ça c'est plutôt les très jeunes. Donc c'est marrant parce que c'est assez catégorisé en termes de génération. Enfin moi je trouve... Oui. Après, on nous a aussi beaucoup parlé des tickets pour aller voir les épreuves. C'est-à-dire le coût élevé, qui a été l'une des polémiques autour des JO. Ça c'est un sujet qui est revenu énormément. La valeur du sport aussi, qu'est-ce qu'un athlète, comment un athlète peut être un exemple pour les jeunes générations. Je crois que ce qui est quand même assez prédominant, enfin moi je trouve, c'est le fait que les gens se sont sentis, enfin on va pas spoiler la série non plus, mais c'est vrai que la plupart des gens se sont sentis déçus et attristés de se sentir aussi exclus d'un événement qui normalement devait voilà. Et ça c'est quand même quelque chose qui traverse toutes les générations. Ouais. Ils l'ont dit sans tabou grâce à cette forme c'est très qui clair, a été utilisée. Oui. Bien sûr c'est assez clair et ça vraiment c'est toute génération confondue. Ce sentiment il est assez commun à tout le monde. Le sentiment que des décisions ont été prises qui étaient censées les concerner et qui finalement ne les concernent pas. Et pourquoi cette thématique alors des Jeux Olympiques et Paralympiques ? Pourquoi faire le choix de mettre le curseur sur cet événement qui a eu lieu donc, pour les Jeux Olympiques d'été, c'était la dernière fois, c'était il y a 100 ans, en 1924. Pourquoi cette thématique ? Pour nous ? Oui, pour vous. Pourquoi on a choisi ça ? Déjà parce que c'est un territoire intéressant, les Yvelines, c'est pas Saint-Denis, c'est-à-dire que l'impact de l'installation des Jeux Olympiques et des épreuves qui vont se tenir ici n'est pas du tout le même qu'à Saint-Denis, où le ressenti n'est pas le même non plus de la part des habitants, enfin les rares qu'on a pu interroger sur le sujet, qui sont pas du tout dans la série, mais ne ressentent pas les choses de la même façon. C'est un territoire intéressant ici, et puis nous, on n'est pas du tout... concernés par les Jeux Olympiques. Enfin, c'était pas du tout un sujet qui nous inspirait artistiquement parlant. Mais justement, prendre le contre-pied de ça et aller à la rencontre des gens pour voir ce qui, eux, les intéressait dans les Jeux Olympiques, pour nous, c'était intéressant. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans cet événement ? Comment ça vous bouleverse ? Qu'est-ce que ça change dans vos vies ? Qu'est-ce que ça... Politiquement, est-ce que ça vous inspire des choses ? À quoi ça vous fait penser, réfléchir ? Ça, c'était intéressant pour nous, ouais. Oui, et puis très vite on s'est rendu compte que c'était un prétexte pour parler d'autre chose. C'est-à-dire qu'on a un épisode, on a 8 épisodes dans cette série, et on a un épisode sur les souvenirs des Jeux Olympiques, mais très vite on a réalisé que c'était une opportunité pour parler de plein d'autres sujets de société. Donc c'est un levier en fait les Jeux Olympiques, mais plus globalement, voilà, ça touche plein de sujets. Alors on voit quelques images du making-of. Comment ça s'est déroulé ? Alors vous en avez parlé, il y a eu d'abord une phase d'interview auprès des habitants, ils ont aussi participé pour certains d'entre eux à des ateliers. Alors on a eu toute une phase d'interview dans des médiathèques, on a fait des micro-trottoirs aussi, sur des... à part les médiathèques, qu'est-ce qu'on a eu quoi le golf national, des cinémas... chez des gens, on est allé chez des gens, voilà. Des associations aussi, des mairies, voilà, des associations d'aide aux devoirs, comme l'association Entraide. L'école de la deuxième chance. La ferme de Buloyer. La ferme de Buloyer. Voilà. Donc on a d'abord cherché des partenaires avec qui travailler. Et à partir de toutes ces interviews, on est allé ensuite dans un second temps
temps en atelier, c'est-à-dire on a transporté notre matériel de tournage, hein, donc c'est des bancs titres éclairés, nos légumes, ça, dans les lieux où on allait tourner avec les gens, quoi. Et c'est un projet ça, c'était un second temps. Et c'est un projet sur le long terme, ça fait vous 6 mois. disiez dans le making-of, 20 secondes d'image de film d'animation, c'est environ 3 heures de tournage. Oui, c'est très long. En fait, on a été très ambitieux. C'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout combien de temps on allait tourner. On était vraiment dans une démarche documentaire. Et on a tourné énormément parce que c'est 6 mois d'intervention, 6 mois de rencontres avec les gens. On s'est fait prendre au jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'à force d'interviewer les gens et d'avoir des gens qui réagissaient sur des choses, etc., ça venait nourrir aussi la réflexion et on avait envie d'approfondir et du coup, on s'est retrouvés avec beaucoup de choses à tourner. Et puis quand on tournait avec les gens dans les ateliers, quand ils venaient participer aux images, les gens nous disaient des choses. Et nous, on a eu envie d'enregistrer aussi ce qu'ils nous disaient pendant qu'ils tournaient et leurs réactions. Donc on s'est retrouvés avec énormément de contenu. Ouais. Et voilà. Les points de vue aussi. Hein. C'est vrai qu'on avait beaucoup de points de vue assez négatifs. Ouais. Donc on a cherché aussi après d'autres milieux, à interroger des jeunes golfeuses par exemple. On a beaucoup cherché à équilibrer pour ne pas avoir qu'un seul... point de vue. On a même eu la chance de rencontrer Monsieur Fourgous qui s'est prêté au jeu. Qui est président de l'agglomération de Saint-Quentin. Qui est président et qui est très présent dans notre série. Voilà, donc on a comme ça un point de vue totalement différent de quelqu'un qu'on a rencontré dans une médiathèque par exemple. Voilà, donc c'est vrai qu'on a rencontré des personnages et on les retrouve dans les épisodes. On a dû donc développer les choses qu'on ne s'attendait pas à faire au départ. Combien d'épisodes? Parce qu'on parle ici d'une série, du coup. Oui, du coup c'est une série. Pour l'instant, on est sur 8 épisodes. On n'a pas tout à fait terminé le montage, parce que voilà, c'est long. On vient de terminer le dernier atelier qu'on a fait à la ferme de Buloyer à Manille-les-Hameaux. Et là, on est en train de faire tout le montage. Donc oui, pour l'instant, on est sur 8 épisodes. La grande soirée de restitution, ce sera le 4 juillet au Ciné 7 d'Elancourt. À 20h. À 20h, voilà, merci. Et puis après, pendant tout l'été, pendant tout le temps des Jeux jusqu'à mi-septembre, le film sera diffusé, en tout cas dans ce cinéma-là et dans d'autres, on espère, avant les films. Et aussi, évidemment, sur Internet, etc. Et on espère trouver d'autres... mode de diffusion pour parler de la série et la faire circuler, que les Yvelinois soient entendus partout. Et c'est quoi les objectifs derrière? Qu'est-ce qui ferait que ce serait une réussite, ce projet? Moi, je pense en tout cas que si les gens ont l'impression en tout cas d'avoir été entendus et qu'on a restitué leur parole et qu'elle va être peut-être entendue ailleurs, quelque part, là, moi, je pense qu'ils seront contents et que nous, on sera satisfaites aussi. L'idée que les gens... En fait, la vraie déception des gens, c'est l'impression que on prend des décisions pour eux qui ne les concernent pas et qu'on n'entend pas leurs paroles. Et là, nous, on est venus avec nos moyens à nous, modestes, en essayant de restituer cette parole et de la faire entendre. Et si on arrive à ça, moi, je pense ce sera bien. Ouais. Oui, ça peut aussi donner un autre point de vue sur les jeux. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de montée, là, tous les projecteurs sont tournés sur les jeux. Et on donne la parole aux sportifs, aux journalistes, mais les gens, donner la parole à tout le monde, ça peut être une réussite aussi, donner un autre point de vue qui ne soit pas forcément toujours positif, quoi, toujours consensuel. Dernière question, on a commencé avec le pourquoi des fruits et légumes, et pourquoi les œufs olympiques? Ça sera ma dernière question. Alors, parce que en fait, les 30 secondes. Les œufs, alors ce sont nos présentateurs, c'est nous en fait, les œufs olympiques, qui vont présenter en début d'épisode, c'est des petites pastilles de présentation. Parce que le jeu de mots nous faisait rire, c'est les enfants, c'est nos enfants qui ont fait un lapsus en rigolant. Voilà. Au lieu de dire les Jeux Olympiques, ils ont dit les œufs Olympiques, ça nous a fait rire. On s'est dit, voilà, et vous l'avez gardé. Un bon titre. On l'a gardé. Merci en tout cas d'être venu en parler en plateau, Clara Beau et Juliette Marchand. Donc cette série documentaire participative, on le disait, les œufs Olympiques autour des Jeux Olympiques, avec une première diffusion le 4 juillet à 20h au Ciné 7 à Elancourt. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Demain, pour une nouvelle édition, vous retrouverez Gabriel Gontier à la présentation. Très belle soirée sur TV78.